Bonjour. Bonjour. On est heureux de vous accueillir au Papillon de Nîmes. Donc on voit derrière qu'il y a des panneaux. Donc ces panneaux ont été installés par qui? Donc ces panneaux ont été installés par le CEN de Basse-Normandie, qui a fait une exposition sur les zones humides. Voilà, et donc qui ont bien voulu nous prêter en fait leur exposition pour le festival. Donc vous représentez une association, laquelle? Donc moi je ne suis pas du CEN, par contre je suis de la CATER. Donc la CATER, c'est la cellule d'animation technique pour les eaux et les rivières. Donc on a pour mission en fait de mettre en place des programmes d'action sur les cours d'eau, donc pour restaurer la qualité et la quantité de l'eau. Et depuis peu on s'intéresse aussi aux zones humides, donc riveraines de cours d'eau principalement, donc pour élargir notre champ d'action en fait à ces secteurs. Voilà. Donc là, vous êtes accompagné d'un charmant jeune homme là. Je vais vous demander de vous présenter aussi. Voilà, donc à ce titre-là, donc Richard Fondel, moi je suis justement technicien zone humide pour un syndicat mixte. Et donc voilà, à petite échelle, je vais mettre en place sur le terrain des actions concrètes, voilà, qui sont dirigées par des cellules d'animation comme la CATER. Bon, alors je pense que vous avez organisé là pour les papillons, pour les bénévoles, des sorties, on m'a dit. Oui, donc il y a 2 sorties en fait organisées par jour, donc une à 11 h et une à 14 h, donc pour justement parler des zones humides, de leur rôle et pourquoi les préserver, et une sortie également sur le bocage, dans la même optique en fait, pourquoi préserver le bocage. Donc voilà, donc tout au long en fait du festival, il y aura 2 sorties par jour d'organiser. Voilà. Peut-on être invité là une de Tout à fait. Bien sûr. On peut aller sur le terrain. Vous nous amenez là donc sur une zone humide? Oui, tout à fait. Donc là, nous sommes sur une zone humide caractéristique en fait le long des cours d'eau. Donc on constate qu'il y a pas mal de joncs en fait qui attestent du caractère humide du secteur. Voilà. Donc c'est vraiment quand on voit cette plante, on peut dire à coup sûr en fait qu'on est sur une zone humide. Je peux vous parler des rôles en fait des zones humides. Donc c'est vrai que c'est assez peu connu en fait du grand public, mais donc les zones humides ont des rôles majeurs en fait, donc tiennent des rôles majeurs pour nous en fait, pour la quantité et la qualité de l'eau. Généralement on les compare à des éponges en fait, qui sont capables en fait de capter les eaux de crue notamment et donc de les intercepter pour justement limiter les inondations en aval. Donc c'est intéressant surtout quand on a des zones urbaines en aval, des zones potentiellement inondables. Elles peuvent également épurer les eaux, donc ça c'est très intéressant parce qu'elles fonctionnent comme des stations d'épuration en fait naturelles. Elles vont enlever tout ce qui est nitrate, tout ce qui est matière organique aussi vont être dégradées en fait au niveau des zones humides. Voilà, donc elles jouent un rôle essentiel pour la qualité de l'eau et donc du coup pour l'eau qui coule également dans les cours d'eau. Il y a beaucoup de zones humides en fait, qu'on retrouve asséchées, souvent par drainage, justement pour que les agriculteurs puissent les utiliser pour le pâturage, mais aussi pour la mise en culture. Donc on constate régulièrement en fait, des retournements de prairies humides comme celle-ci, qui sont donc asséchées, drainées pour mettre en place des céréales, du maïs, voilà. Donc du coup la parcelle devient beaucoup plus rentable que ce qu'elle pourrait permettre sous sa forme de zone humide en gros quoi. En secteur agricole, ce qu'on retrouve souvent en fait, c'est, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est l'assèchement en fait, le drainage des zones humides justement pour les cultiver ou pour que justement les troupeaux puissent venir pâturer. Il y a également donc, du remblaiement qui peut se faire donc, en zone humide de secteur agricole. Le surpâturage tout simplement et la fertilisation excessive aussi donc, de ces secteurs peuvent être des causes justement de dégradation. Voilà. Après il ne faut pas oublier également que ces zones humides peuvent être amenées à être urbanisées. Donc là on est dans un secteur assez rural donc il y a peut-être moins de risques. Mais c'est vrai que sur les zones humides qui sont en périphérie de villes justement, il peut y avoir une spéculation foncière qui fait que ces zones peuvent disparaître assez rapidement. Voilà. Donc justement au niveau des actions à mettre en place pour les préserver,
un des premiers outils en fait, c'est de classer en fait, ces zones humides au niveau des documents d'urbanisme. Une fois que ces zones en fait, ont été inventoriées, donc identifiées, on peut faire une cartographie et donc les classer en zone naturelle, zone humide, ou en espace boisé classé, enfin vraiment en zone à protéger en fait. Une fois que c'est indiqué dans ce document, normalement on ne peut pas faire d'aménagement. Donc on retrouve le rôle de la SAFER. C'est ça, donc du coup la SAFER peut intervenir en fait pour interdire en fait, c'est ça, ou retrouver des terres agricoles similaires s'il y a des compensations à faire en cas d'aménagement en zone humide par exemple. Et est-ce qu'il y a des rachats de fait par l'administration comme sur les zones côtières ou pour la protection du littoral? Oui. Alors il y a des zones humides effectivement qui sont acquises régulièrement sur le littoral avec le conservatoire du littoral. Oui. Il y a le conservatoire d'espace naturel aussi qui fait pas mal d'acquisitions mais pour des zones humides assez remarquables. Donc, par exemple zone humide de type tourbière, des marais donc, assez vastes qui peuvent aussi être gérées par le Seine. Après nous au niveau de la Cater, on va plutôt se focaliser sur les zones humides qui sont riveraines des cours d'eau pour justement mettre des actions de restauration en place. Alors vous devez souvent avoir des problèmes avec certains agriculteurs qui ne doivent pas accepter vos remarques. Tout à fait, donc généralement en fait pour les agriculteurs, un des outils aussi qui est proposé sont les mesures agro-environnementales en fait. Donc, ce sont des mesures où il y a à peu près un cahier des charges à respecter. Ça permet en fait, si l'agriculteur met en place des pratiques de préservation des zones humides, d'avoir une compensation financière. Très bien, le rôle de la Cater est là pour montrer aux agriculteurs et puis au grand public qu'il faut protéger. C'est ça, donc on a tout intérêt à les protéger en fait, puisque ce sont des zones tampons en fait, qui sont vraiment très intéressantes pour gérer les eaux. En plus de ça, elles vont en période de sécheresse où les cours d'eau ont très peu de débit. Les zones humides qui ont stocké pas mal d'eau en hiver peuvent restituer cette eau au niveau du cours d'eau, pour alimenter le débit en fait. Donc ça c'est très intéressant, et notamment pour les agriculteurs, ce qui peut être intéressant, c'est en période de sécheresse, ça leur fait quand même des zones qui sont généralement toujours en herbe. Donc pour un troupeau en fait qui pâture, il y aura toujours un petit peu d'herbe en fait à pâturer. Voilà. Donc un des points aussi intéressants des zones humides, c'est que c'est vraiment des réservoirs pour la biodiversité. C'est-à-dire que beaucoup d'oiseaux vont venir ici pour nicher, se reproduire, s'alimenter. Et donc c'est vraiment des zones incontestables en fait, pour le développement en fait, des oiseaux et pour tout ce qui est insectes, pour la flore également. C'est des zones qui sont très très riches en différentes espèces de plantes en fait. Donc après Estelle, on passe à Richard qui est le spécialiste de l'habitat. Oui, enfin, spécialiste c'est un bien grand mot. Il est toujours spécialiste de quelque chose. Ouais. Donc vous allez nous parler de ce que l'on peut effectivement trouver dans une zone humide. Oui, bien sûr. Donc du coup, déjà comme elle l'expliquait Estelle, donc là on est sur un milieu, ça explose de vie. On voit bien, là quand on regarde autour de nous, on voit bien donc la différence de fleurs en fait par rapport aux parties donc plus sèches qui sont au-dessus. Donc là effectivement, donc on est sur une zone humide, donc on va avoir sur ces milieux-là, on va avoir donc une flore qui est vraiment adaptée aux conditions de vie donc humides de ce site-là. Et donc c'est tout un cortège floristique donc, qui va accompagner le jonc. Donc le jonc c'est vraiment la plante caractéristique des zones humides. On comprend bien l'intérêt de préserver ces milieux-là en fait par rapport à la ressource en eau. Là on a un paysage en fait agricole qui est assez idyllique on va dire. On a donc des parcelles cultivées donc plus en amont. Au niveau donc, de la rupture de pente, on a donc une haie sur talus. La présence d'un talus, ça va retenir les problèmes donc, de ruissellement.
Mais voilà, donc ça manque un peu d'arbres. Et par la suite, et ben là, donc, on a la zone humide qui vraiment vient faire tampon entre donc, les parcelles donc, amendées et le cours d'eau. L'eau ruisselle, elle vient ici se faire épurer avant donc, de retourner au cours d'eau. Voilà, il y a d'autres traces en fait qui nous indiquent un peu qu'on a de la vie donc, dans le sol. On va pouvoir trouver sur des taches d'eau un peu donc, des traces d'hydrocarbures. Voilà, donc ça va plutôt refléter donc l'activité bactérienne en fait de notre sol. Et il y a un dernier critère en fin de compte. Si une zone humide elle vit parce qu'elle a un sol, donc on parle de sol hydromorphe, c'est un sol donc imperméable qui justement retient l'eau, voilà, et freine donc l'infiltration de l'eau. Voilà, donc si vous avez un moment, moi j'ai la tarière, voilà, je vais bien vous montrer. Oui. Alors, on va voir. Alors, donc là voilà, le but hein, c'est de faire des carottes d'une vingtaine de centimètres comme ça. Donc sur des horizons plus bas, voilà. Là, on arrive sur des horizons complètement gris. Oui, on voit des bandes plus noires. Voilà, c'est ça. Et donc là, si vous voulez, on est sur des secteurs, donc on dit réductiques. Voilà, donc il y a de l'eau en permanence. Voilà, donc c'est des sols qui sont argileux, imperméables, et donc du coup, voilà, donc qui empêchent l'infiltration de l'eau. Ce qui explique la zone humide. Voilà, voilà, c'est le facteur. C'est ce qui permet à la zone humide donc de vivre.